RFI, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, tout d'abord, les titres de cette édition. Au Burkina Faso, les djihadistes alimentent un climat d'insécurité. Postes de police attaqués, écoles fermées ou incendiées. Évocation dans ce journal. Fatou Bensouda a conclu sa visite en RDC. La procureure de la CPI était face aux journalistes ce jeudi à Kinshasa. La presse sous pression en Afrique et dans le monde. Nous le verrons dans ce journal avec des reportages et témoignages. Au Burkina Faso, l'école primaire de Bafina, une localité située à 180 km au nord de Ouagadougou, a été incendiée hier soir par des individus armés qui ont également saccagé le marché d'un village voisin, longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières dans le nord du pays, attaques qui visent particulièrement les établissements scolaires. Pas moins de 200 d'entre eux sont fermés, une situation qui a poussé au repos plus de 20 000 élèves et 800 enseignants. La situation est aussi inquiétante pour les tribunaux et les postes de police, dont plusieurs sont constamment attaqués. L'armée mène depuis le mois d'avril des opérations de ratissage et indique avoir interpellé une centaine de personnes. Pour une réaction sur les événements de Bafina, Anastasie Tudièche a joint Rémi Dandjouni, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. On écoute. En ce qui concerne les écoles fermées essentiellement dans le nord et dans le Sahel, le gouvernement a apporté une réponse à cette question parce que nous avons tout fait pour maintenir les élèves dans les situations qui leur permettent de finaliser leur année scolaire, mais également de passer les examens de fin d'année. Donc, depuis 2 semaines, il y a un dispositif qui est mis en place pour permettre la réouverture de certaines écoles, pour ensuite ramener certaines écoles qui ne peuvent pas être réouvertes, amener les élèves dans les sites qui ont été identifiés. Parce que pour ceux qui ont une vision de l'espace sahélien et de l'espace du Nord, souvent les écoles sont une construction dans une grande identité vide. Puisque nous sommes dans une zone un peu désertique, les villages sont parfois des hameaux qui se créent et qui disparaissent. Donc les écoles sont souvent des infrastructures un peu isolées du reste des habitats. Accueillons à présent Ousmane Paris, rédacteur en chef de la radio Oméga Ouagadougou au Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous confirmez les propos du ministre de la Communication qui affirme que les enseignants et élèves sont affectés progressivement? Les propos du ministre, on ne sait pas si c'est dans l'ordre, la logique tout simplement d'une ambition, donc où c'est la réalité. Parce que même ce soir, nous avons discuté avec des personnes qui sont concernées, des gens qui sont dans la localité mais qui ne confirment pas justement ces propos du ministre de la Communication. On a eu également des échanges avec des enseignants justement qui ont quitté cette localité pour des raisons d'insécurité, mais qui pour l'instant en tout cas ne confirment pas ces dispositions sécuritaires qui ont été prises afin de permettre la reprise des cours par les élèves et de même que les enseignants. Parlez-nous un peu du risque sécuritaire. Il semble que les attaques sont de plus en plus proches de Ouagadougou. Tout à fait, vous l'avez annoncé tantôt, donc les attaques se multiplient. Si au début, la zone qui était la plus attaquée, c'est Djibo, donc dans le Sahel, on constate que de plus en plus, donc il y a les lieux se multiplient, on se rapproche davantage de la capitale. Il faut rappeler que la capitale a déjà subi au moins 3 attaques. On la donnait donc en mars, début mars. Donc la situation est assez inquiétante partout au Burkina. Vous l'avez aussi dit récemment donc à Djibo. On a vu donc le tribunal de grande instance qui a dû être fermé. Lorsque vous discutez avec les populations, il y en a qui vous disent clairement qu'elles préfèrent tout simplement être du côté des assaillants que du côté justement des forces de défense et de sécurité pour vous montrer un peu l'ampleur de la situation. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont conscients de la situation, qui connaissent déjà les personnes qui mènent ces attaques. Justement, qui justement est derrière ces attaques et que pensent les Burkinabés?
Les personnes qui sont derrière ces attaques, c'est naturellement, donc, on parle donc du groupe de Malam Diko, donc Ansar al-Islam, mais derrière aussi, en plus de Ansar al-Islam, il y a également donc le GSIM donc de Iyad Agali, donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui aussi intervient régulièrement donc au Burkina Faso pour mener un certain nombre d'attaques. Donc il y a beaucoup de groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel burkinabé, donc du Burkina, c'est vrai. Merci beaucoup Ousmane. Merci beaucoup Ousmane Paré. Toujours en rapport avec la violence, cette fois-ci en RCA, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi dans un communiqué au calme en Centrafrique, exhortant les autorités à enquêter sur les attaques répétées récentes dont le pays a été le théâtre. Il a par ailleurs invité tous les acteurs à mettre fin à la violence et à travailler ensemble pour amener la paix et la stabilité dans le pays. C'est ce que précise le communiqué de son porte-parole adjoint publié aujourd'hui. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra avait également dénoncé une instrumentalisation de la religion à des fins politiques à la suite de ces attaques. Parlant d'attaques, en Somalie, les forces de sécurité sont toujours à la recherche des hommes armés qui ont enlevé une infirmière allemande du Comité international de la Croix-Rouge hier soir dans un camp résidentiel de Mogadiscio, la capitale. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, Daniel Omalé, directeur adjoint du CICR pour la Somalie, s'inquiète de la sécurité de sa collègue. Profitant de la journée internationale de la liberté de la presse, un groupe d'associations de promotion de la liberté de la presse veut attirer l'attention sur les défis auxquels font face les journalistes aux États-Unis. Anastasie Tudièche. Cette semaine à Kaboul, des journalistes avaient accouru pour couvrir une explosion. Un kamikaze du groupe État islamique déguisé en membre de la presse s'est fait exploser, tuant 9 journalistes. Un rappel brutal des dangers auxquels font face les journalistes qui couvrent les zones de conflit. Les pays en guerre restent les lieux les plus dangereux pour les médias, mais la guerre est loin d'être la seule menace pour la liberté de la presse. D'après l'index annuel de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, l'hostilité envers les médias est en progression et pas seulement dans les pays autoritaires. Les États-Unis, par exemple, sont tombés à la 45e place de l'index. Reporters sans frontières a qualifié le président Donald Trump de dénigreur de médias enthousiastes qui fait référence aux journalistes comme à des ennemis du peuple. La corrélation entre cette violence verbale de la présidence et la violence physique contre les journalistes est très claire. Mais nous voyons aussi l'impact que ces remarques ont sur la liberté de la presse. Mais pour la Maison-Blanche, Donald Trump est l'un des présidents les plus accessibles de l'administration américaine depuis des décennies. Une porte-parole a même considéré ridicule toute autre vision. Sans le droit de questionner les gens de pouvoir, tous les autres droits sont en danger. La liberté de la presse, c'est le pilier de base de la démocratie et il est le pilier d'une société qui a besoin de grandir, qui veut grandir. Selon la Maison de la liberté de la presse a globalement atteint son niveau le plus bas en 13 ans. Seuls 13% de la population mondiale jouit d'une presse réellement libre. La presse qui est donc en déclin. En plusieurs points du continent africain, l'exercice du métier de journaliste est particulièrement difficile. C'est surtout le cas où il y a des conflits, des attaques de groupes armés ou des situations sociales entraînant la répression de la part des autorités. Nous vous amenons ce soir à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, pour écouter le témoignage de 2 journalistes, 2 femmes qui souhaitent plus d'accès aux sources et plus de protection pour pouvoir informer le public. On écoute. J'estime pour ma part que le pouvoir judiciaire devait venir en appui aux médias. Parce que vous le savez, nous souvent on dit que les médias c'est le 4e pouvoir. Oui, les médias c'est le 4e pouvoir, mais les médias n'ont pas les prérogatives ou la prérogative de pouvoir sanctionner. Ces rôles-là est réservé au pouvoir judiciaire. Et donc quelque part, nous devrions nous considérer comme des services complémentaires pour la transformation de nos sociétés. Parce que nous, les médias, nous avons la responsabilité de dénoncer des faits qui sont irréguliers, des choses qui ne marchent pas dans la société, mais c'est au pouvoir judiciaire
des sanctionner pour qu'on espère les changements dans nos sociétés. Et que le gouvernement congolais laisse aux journalistes un accès libre à l'information, parce que c'est les journalistes qui informent la population. Or, si le journaliste n'a pas l'information fiable, ce journaliste aura difficile à informer la population. Et lorsque la population n'a pas l'information, la population spécule. Or, quand il y a spéculation, il y a mauvaise information. Il faudrait qu'on sécurise aussi les journalistes pendant qu'ils sont en train de travailler. On doit mettre des garde-fous. On reste en République démocratique du Congo pour parler de la clôture de la mission de la procureure de la Cour pénale internationale en RDC, donc Fatou Bensouda, dont la visite s'est focalisée sur le partage de ses préoccupations face aux épisodes des violences, a tenu à rappeler aux autorités congolaises de tout faire pour mettre fin à l'impunité. C'est un reportage de Patrick Abega. Fatou Bensouda, dont la visite s'est focalisée sur l'évaluation de la collaboration de la Cour avec la RDC, a manifesté sa satisfaction. Elle a reçu différentes délégations issues du secteur politique et du pouvoir judiciaire. Les échanges ont porté sur la situation actuelle ainsi que l'état d'avancement des enquêtes et des poursuites nationales contre les auteurs présumés des actes criminels commis notamment à Kinshasa, au Kasaï et dans l'est du pays. J'invite tous les acteurs et toutes les parties concernées à continuer à œuvrer pour que, face à des moments difficiles où il y a des risques importants de commission de crimes graves, des mesures adéquates soient mises en place pour éviter à tout prix que de tels crimes soient commis. Il s'agit d'une responsabilité pour tous, parce que la commission des crimes relevant du statut de Rome ne peut pas être tolérée, d'où qu'elle vienne et quelle que soit la qualité et les fonctions de son auteur. Fatou Bensouda a réitéré sa demande de voir les autorités mener des enquêtes véritables afin de faire la lumière sur les violences alléguées et traduire en justice les acteurs impliqués. En RDC toujours, on y reste. Plus de 40 000 Congolais ont échappé au conflit intertribal en Ituri depuis le début de l'année. La plupart ont fui les attaques des milices dans leur village, traversant un terrain accidenté pour atteindre les rives du lac Albert. C'est un dangereux voyage en bateau vers la sécurité en Ouganda, nous dit Blanche Sano. La plupart de ces réfugiés congolais sont des femmes avec leurs enfants qui ont fait au moins 10 heures de traversée vers l'est du lac Albert. Imani Priska, 19 ans, est mère de 3 enfants. Elle est arrivée il y a quelques jours et espère que son mari sera bientôt en sécurité. Elle fait partie des milliers de personnes fuyant les derniers combats entre les communautés rivales Emma et Landou dans leur pays. Quand les Landous sont arrivés au village, ils étaient habillés en joueurs de football. Comme ils sont arrivés, les gens sont allés les saluer sur le terrain. Et puis ils ont commencé à tirer et à brûler nos maisons. Après cela, nous avons commencé à courir. Dès leur arrivée, les réfugiés sont transférés dans un centre d'accueil où ils reçoivent leur premier repas chaud après plusieurs jours. Plus de 3000 rations sont distribuées par jour. Marie Edouzi, 61 ans, a survécu au voyage mais a été séparée de ses 6 enfants et de ses 2 sœurs. Je suis seule, je n'ai pas de mari. J'étais avec mes enfants, mais ils sont restés de l'autre côté de la rive. L'Ouganda accueille près de 1 400 000 réfugiés dans la région. Même si la plupart viennent du Soudan du Sud, le nombre de Congolais aujourd'hui est de plus en plus croissant, sans compter le fait que traverser le lac devient encore plus dangereux. Nous avons encore des milices sur le terrain et certaines milices empêchent les réfugiés de traverser le lac. Il y a donc encore beaucoup de personnes déplacées dans les villages de l'autre côté du lac. Malgré les risques, des milliers de personnes continuent de faire la traversée car la résurgence de la violence cette année ne montre aucun signe d'apaisement. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a assuré aujourd'hui que les 130 000 $ versés par son avocat dans le cadre d'un accord de confidentialité avec Stormy Daniels ne provenaient pas de ses fonds de campagne. Le président américain dément donc pour la première fois et publiquement la véracité des dires de cette actrice porno qui prétend avoir eu une relation avec lui en 2006, des accusations fausses
des accusations fausses donc, a tweeté Donald Trump. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie du journal. 235 millions selon l'OMS, c'est le nombre de personnes touchées par l'asthme dont la journée mondiale a été célébrée le 1er mai. Un mémorial pour les victimes de la terreur raciale et du lynchage. Il a ouvert ses portes dans l'Alabama, une première aux États-Unis. Les yeux toujours tournés vers les étoiles, les astronomes continuent de scruter la galaxie. Elle compterait plus de 1,7 milliard d'étoiles. Comme tous les jeudis dans le monde aujourd'hui, pour Nous parlons santé, ce sera avec notre collègue Mohamedou Oumfa, l'un des présentateurs du magazine Votre Santé, Votre Avenir, diffusé sur VOA Afrique. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir John. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'asthme. L'asthme, le mardi, le 1er mai dernier, c'était la journée mondiale de l'asthme. L'asthme qui est, rappelons-le, donc une affection qui se caractérise par des crises récurrentes où l'on observe des difficultés respiratoires. Alors, dites-nous, quelle est la gravité de cette maladie? Une gravité certaine, John. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a actuellement 235 millions d'asthmatiques dans le monde. Toujours selon l'OMS, il y a eu 383 000 décès dus à l'asthme en 2015. D'ailleurs, l'OMS avertit que les décès imputables à l'asthme augmenteront les 10 prochaines années si des mesures ne sont pas prises d'urgence. Des mesures qui passent par la réduction de la consommation du tabac, la lutte contre la pollution de l'air et l'accès aux médicaments pour les malades. Le drame, c'est que la maladie est souvent sous-diagnostiquée et pas suffisamment traitée. Conséquence, elle représente une lourde charge pour les individus et les familles, d'autant plus qu'elle limite souvent l'activité des malades tout au long de leur vie. Alors, il y a certainement beaucoup d'asthmatiques qui nous regardent en ce moment. La question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui favorise les crises d'asthme. Tout à fait. Les spécialistes appellent cela les facteurs favorisants. Ce sont des facteurs qui tournent autour de l'exposition à des substances ou à des activités susceptibles de provoquer des allergies ou d'irriter des voies respiratoires. Alors, nous avons demandé à un spécialiste, le docteur Lisette Mapamba, de nous donner quelques exemples d'activités ou de choses qui peuvent favoriser l'asthme. Elle est médecin généraliste à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voici ce qu'elle nous a expliqué. Physique, pendant que la personne fait plus des exercices physiques, lui il est asthmatique, il peut déclencher sa crise. Là, il fait des dyspnées qu'on appelle dyspnées de fort. Il y a le froid qui cause aussi la crise. En dehors de ça, nous avons aussi des changements de climat. Pendant la saison sèche, saison de pluie, la personne peut faire sa crise. Il y a aussi les facteurs psychologiques comme le stress. Une personne qui inhale dans l'inhalation du fumet du tabac peut entraîner aussi la crise. Il y a aussi des facteurs endogènes. Nous voyons les hormones chez les femmes. Donc pendant la menstruation, la femme peut faire la crise. La femme enceinte aussi peut faire la crise parce que pendant cette période-là, elle est enceinte et elle sécrète beaucoup d'hormones. Mais le malade vient avec son essoufflement. Merci au docteur Mapamba pour ces explications. Mohamedou, un dernier mot.
Oui, on ne le dira jamais assez. Il ne suffit pas de savoir que vous avez des problèmes respiratoires pour conclure que c'est un asthme. Il faut se faire diagnostiquer par des spécialistes parce qu'il y a plusieurs maladies respiratoires, la tuberculose et autres. Donc, quand on a des problèmes respiratoires, il faut se faire diagnostiquer par des spécialistes. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est qu'il y a des facteurs qui favorisent la maladie. C'est le froid, comme le disait le spécialiste. C'est l'exposition aux produits chimiques polluants ou irritants qui affectent les voies respiratoires. Donc, même certains médicaments peuvent déclencher des crises d'asthme. C'est pourquoi il faut un suivi médical strict pour réduire les risques de crise et conserver une bonne qualité de vie. Merci à vous, Mouamadou Oumfa. Je rappelle que vous êtes co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir. Allons à présent au Mali pour parler d'un sujet qui peut aussi être, et à juste titre, être considéré comme un problème de santé, c'est la malnutrition. Elle frappe beaucoup d'enfants dans les principaux quartiers de Tombouctou, où certains centres de santé communautaires ont décidé de prendre la situation en main. C'est un reportage de notre correspondant Abdoulaye Traoré, un récit de Modibo Dembélé. Nous sommes au centre de santé communautaire de Sankoré, qui regroupe les 3 principaux quartiers de Tombouctou. Population nomade et sédentaire et reçoivent les premiers soins dans ce centre. Ici, la principale activité est la prise en charge des enfants malnutris, où ils apprennent à distinguer des objets et participer à des jeux, tandis que leurs mères reçoivent des conseils d'hygiène. Les enfants sont dépistés au niveau de la population et systématiquement au niveau du centre. Aujourd'hui, près de 80 femmes ont apporté leurs enfants au CSCOM, certains pour le dépistage, qui consiste à comparer l'âge de l'enfant avec sa taille, son poids et son développement, et d'autres pour le traitement. Les partenaires, en plus des appuis en intrants et kits, font un grand travail de sensibilisation et de mobilisation dans les ménages. C'est le cas de Action contre la faim. Des sensibilisations sur les thèmes de la malnutrition et à faire des visites à domicile aussi. On fait aussi des campagnes de dépistage, on dépiste souvent les enfants qui sont malnutris. Wealth Hunger Health, sous financement de PAM, appuie les femmes dans les activités de maraîchage pour la diversification des aliments pour prévenir la malnutrition. C'est un projet que nous mettons en œuvre depuis 2015, qui est, n'est-ce pas, l'appui aux permettre maraîchers, n'est-ce pas, pour diversifier l'alimentation quotidienne. Et cela, on le fait dans toute la zone de Tombouctou. Selon l'enquête SMART, le taux de malnutrition est de 15,7% à Tombouctou. Au niveau de l'aire de Sankoré, le taux est de 30 à 50% selon les périodes. Et s'il y a des gens qui doivent bien s'alimenter, c'est bien les sportifs. Yacouba Ouedraogo nous a retrouvés dans ce studio. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Du football, pour commencer, le Kenya a un nouvel entraîneur. Son nom, Sébastien Migné, le Français, ancien entraîneur du Congo, a été nommé aux commandes de la sélection kenyane, vacante depuis le départ du Belge Paul Put en février. Sa première mission est de qualifier le Kenya pour la CAN Cameroun 2019. Le pays a perdu, on se rappelle encore, son premier match des éliminatoires face à la Sierra Leone, 2-1 dans une poule qu'il partage aussi avec le Ghana et l'Éthiopie. Et puis, notez bien, les Jeux Olympiques de la jeunesse 2022 se tiendront en Afrique. C'est du moins le souhait du Comité international olympique qui veut voir un pays africain accueillir l'événement. Le Botswana, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie sont les candidats. Le pays organisateur sera connu les 8 et 9 octobre prochains. En Argentine, les prochains JO de la jeunesse 2020, eux, se tiendront en Suisse, au siège donc du CIO. À présent, parlons d'athlétisme et d'hyperandrogénisme, un peu de médecine quand même. La Fédération sud-africaine d'athlétisme a saisi le tribunal arbitral du sport des nouvelles règles controversées imposées aux athlètes féminines hyperandrogènes. La semaine dernière, vous vous rappelez, on en parlait, l'IAF a annoncé qu'à compter du 1er novembre 2018, bien sûr, les athlètes concernés devront faire baisser avec des médicaments leur taux de testostérone si elles veulent participer aux épreuves internationales du 400 mètres et plus.
Cette nouvelle réglementation a provoqué un tollé en Afrique du Sud, où elle a été interprétée comme un moyen de ralentir la double championne olympique sud-africaine, Caster Semenya. La nation arc-en-ciel a donc décidé de combattre ce nouveau règlement de l'IAAF. Et on s'arrête là pour ce qui est de l'actualité sportive aujourd'hui. John. L'infatigable Yacouba Ouedraogo qu'on retrouvera donc lundi prochain. Une colline verdoyante surplombant la ville de Montgomery en Alabama accueille un nouveau mémorial, le premier du genre aux États-Unis, dédié aux victimes de la terreur raciale et du lynchage. Il a été fondé par l'Initiative pour une justice égale, une ONG qui espère que cette œuvre va contribuer à changer le discours racial aux États-Unis. C'est un reportage de Khan Farabot rendu par Arzuma Compaoré. Parmi les nombreux visiteurs, Isoke Femi a quitté la Californie pour venir assister à l'ouverture de ce musée de l'héritage. Elle s'est levée tôt et a fait la queue pour obtenir un ticket d'entrée. Mais le plus dur, c'est de partager son émotion après ce qu'elle a vu ici. Mon expérience ici, c'est une douleur profonde. Le musée de l'héritage est bâti sur le site d'un ancien entrepôt d'esclaves de Montgomery, à l'époque épicentre du commerce esclavagiste aux États-Unis. Ce musée expose l'asservissement des gens de couleur et les incinérations de masse pour aider à comprendre ce que les Noirs ont subi aux États-Unis. 5000 Noirs ont été lynchés entre 1880 et 1940. Juste à côté du musée se dresse un mémorial pour la paix et la justice. Avec des arbres et un espace vert, il veut honorer les victimes de lynchage et raviver un souvenir tragique pour les arrière-petits-fils d'esclaves. Nous devons faire face à la vérité sur nos origines. Nous sommes une société post-génocidaire, post-esclavagiste et post-Jim Crow. C'est important de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, juste 15 ans, la majorité des Blancs dans l'Alabama a voté pour garder les écoles ségrégées dans la Constitution de l'État. L'initiative Justice Égalitaire a déclaré que c'est le premier mémorial dédié aux victimes afro-américaines du lynchage. Tout le monde avait besoin de l'esclavage. Les banques, les hôtels, les restaurants, les entreprises, tout le monde. C'était une ville façonnée par l'esclavage. Les 2 tiers des gens qui vivaient ici étaient réduits à l'esclavage. Le 13e amendement de la Constitution américaine a officiellement aboli l'esclavage en 1865. L'Agence spatiale de l'Union européenne a publié la cartographie actualisée de notre galaxie. Elle fait état de l'existence de plus d'1,7 milliard d'étoiles ainsi que d'autres corps célestes. À l'instar des exoplanètes, ces nouvelles offrent aux astronomes 3 possibilités pour étudier l'origine de l'univers et identifier les planètes habitables. Plus de détails avec Irénée Herman-Umbo. Notre galaxie, la Voie lactée, contient environ 100 milliards d'étoiles. Les identifier n'est pas chose facile. Grâce à l'enjeu spécial de l'Union européenne Gaïa, nous connaissons la position exacte de luminosité, la distance, le mouvement, la couleur et la température d'au moins 1% d'entre elles, soit environ 1,5 million d'étoiles. Placée en orbite à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, Gaïa examine l'univers depuis la fin de l'année 2013 avec 3 instruments différents. L'astronomie mesure les positions, ce qui permet d'obtenir les distances et également le mouvement des étoiles. La photométrie obtient essentiellement la couleur des étoiles, ce qui nous donne la température des étoiles. Avec la spectroscopie, nous utilisons un élément axé sur l'effet Doppler. Nous voyons comment les lignes se déplacent sur les spectres ainsi que la vitesse sur la ligne visée. Gaïa peut ainsi tourner pendant 9 années consécutives. Sa caméra a la capacité d'observer chacune de ses cibles au moins 70 fois. Tout en recueillant l'énergie solaire, son panneau solaire de 10 mètres de large protège les instruments de la chaleur, assurant ainsi leur stabilité thermique. L'engin a ainsi détecté des dizaines de milliers d'exoplanètes de la taille de Jupiter dispersées dans la galaxie, y compris des dizaines de milliers d'astéroïdes qui bourdonnent dans le système solaire, sans oublier les quasars. C'est donc avec la tête dans les étoiles que s'achève ce journal. Merci d'avoir suivi. Sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Vous et nous, c'est votre
votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et Nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et Nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous.